Alors là, nous sommes à la cité Henri IV et nous sommes très exactement ici à l'emplacement des anciennes bars, puisque c'est un groupe de 6 bars. Il y en a 3 qui ont déjà été démolis et cet emplacement deviendra un jardin, ce sera le jardin Henri IV et c'est un jardin qui va contourner l'actuel cimetière. Et vous voyez là-bas déjà un chantier donc, qui remplace les premières bars qui ont été démolies, dans lequel iront certaines personnes pour permettre la démolition des 2 dernières bars qui restent, la AB et la AA. Depuis quelques années, Pointe-à-Pitre s'est engagé dans une rénovation urbaine de grande ampleur, celle du centre-ville et des quartiers à proximité. Cette rénovation urbaine est la seconde que connaît la ville. Donc la première rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre, qui date des années 1960, avait été initiée pour permettre de répondre à, je dirais, une urgence sanitaire. En ce temps-là, Pointe-à-Pitre était occupé en grande partie par des bidonvilles et il convenait de construire rapidement pour pouvoir reloger les personnes qui occupaient ces sites. Mon père a été le maire pendant l'essentiel des années qui ont permis cette rénovation urbaine. Il faut bien comprendre que la ville, c'est 1/4 de kilomètre carré, le plus petit territoire urbain de France. Donc déjà, cette première rénovation urbaine, il n'y avait pas l'espace pour la faire. Et donc, on a dû aller sur la mer, au niveau de l'Oricisque. On a créé une digue, on a gagné 50 hectares sur la mer, ce qui n'est pas rien. Et on a fait une cité transit où on a déposé toutes les cases qu'on a pu transporter à d'autres camions. C'est une époque un peu héroïque. Et là où on a libéré les espaces, on a créé ce qu'on appelle la ville nouvelle, c'est la première rénovation urbaine, créée autour de la cité Henri IV, de la cité Malraux et du quartier de l'Hôtel de Ville où nous sommes, la cité Bergevin, la cité Chanzy. C'est des bâtiments qui ont très mal vieilli, qui aujourd'hui proposent des conditions de vie, des conditions d'hygiène qui ne sont pas très fameuses. Et donc, d'où cette nécessité de démolir et de reconstruire. Les méthodes de construction ont beaucoup progressé, ce qui fait que si on veut mettre les populations en situation de sécurité maximale, techniquement parlant, sur le plan du risque sismique, qu'il fallait, sur les bâtiments de la première rénovation urbaine, envisager non pas une réhabilitation, mais une démolition-reconstruction. La ville de Pointe-à-Pitre a lancé son projet au milieu des années 2000. Très vite, elle a trouvé le soutien de l'État dans le cadre de la politique de la ville avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU. Il faut dire que les objectifs étaient ambitieux. Les quartiers de la rénovation urbaine sont dans la ville, ils sont dans le centre-ville, ils sont dans le cœur de la ville. Je pense que c'est ce qui conduit réellement la philosophie de notre nouvelle rénovation urbaine. Ce qui est sûr, c'est que si on ne commence pas à changer le bâti, rien ne peut bouger. Donc c'est pour ça que la rénovation urbaine commence par le bâti, mais a pour objectif de traiter tous les problèmes, l'insertion, l'emploi, l'économique, même si tout ça n'est pas facile, mais c'est bien l'ambition globale et pas simplement le bâti tout seul. Face à la déconstruction programmée des 6 bars de la cité Henri IV, on a recherché à proximité, comme dans le centre-ville, des terrains disponibles. Sur Pointe-à-Pitre, on a eu cette opportunité du foncier du stade. Je dirais une opportunité puisqu'il permettait d'enclencher directement une opération de construction d'envergure. C'est un foncier qui bien sûr était occupé anciennement par le stade Pierre Antonius, qui n'avait pas survécu au cyclone Hugo de 1989. Au niveau du foncier du stade, lorsque le choix a été fait de l'architecte Marc Jallet, il y avait déjà le choix arrêté du plan d'urbanisation générale où il avait apporté une large contribution, lui et son équipe. Ce qu'il apporte de manière remarquable, c'est qu'il propose de dessiner là un lieu de vie quotidien pour les habitants et pour leurs enfants qui soit conforme à notre identité, à nos conditions climatiques, mais également à nos rapports sociaux et nos rapports économiques. Alors, une des caractéristiques, ce sont les terrasses, en fait, qui ressemblent à des coursives, mais qui sont des terrasses traversantes.
Alors, tout d'abord, une volonté de rappeler l'architecture antillaise par un petit clin d'œil à la case créole. Deuxièmement, parce que le fait de mettre le bois sur le béton, ça permet aussi de réduire les apports de chaleur. Le béton, c'est un matériau qui retient beaucoup la chaleur, surtout lorsqu'on est exposé au soleil couchant. Deuxièmement, pour des raisons esthétiques, mais aussi de densité, parce que lorsqu'on traite des bâtiments qui font 6 niveaux, le fait de casser esthétiquement avec un apport de matériaux différents les derniers niveaux, on a un effet d'écrasement qui est beaucoup moindre. Et pour le piéton, la lecture est beaucoup plus agréable. Derrière toute rénovation urbaine se pose la question du relogement des habitants. À Pointe-à-Pitre, les spécificités de la population ont été prises en compte. On a une forte exigence des populations de rester sur leur territoire. Donc on fait des opérations tiroirs avec à la fois l'habitat ancien mais qui a été réhabilité, l'habitat ancien qui a vocation à être démoli mais pour une courte transition, et puis l'habitat nouveau, à la fois l'habitat qui se trouve isolé dans des bâtiments neufs créés dans le centre-ville, dans l'espace libéré par des dents creuses, mais également donc les quartiers nouveaux qui se créent. Donc voilà un petit peu les différents cas de figure. Bergevin, Mortenol, Georges Roux, Louise Mathieu. Ce sont des anciens. C'est de l'ancien, je vous parle du logement ancien. Mortenol, il y a un T3 qui va se libérer d'ici 1 mois et demi, mais il est au 4e étage. Bon, je ne vais pas vous infliger ça. Bergevin, j'ai un T3 qui est au 1er étage. Si je peux trouver quelque chose de plus potable que Bergevin. Je vous ai cité tous les endroits des logements anciens. Si vous voulez du logement neuf, ce sont des logements qui sont gérés par la CEMAC, donc vous changeriez de bailleur. Certaines des personnes de la cité Henri IV ayant décidé d'aller dans des immeubles neufs du centre-ville ont récemment déménagé. C'est le cas de Madame Masse. Ici, c'est la cuisine. La chambre à coucher. Vous habitiez où avant, madame? La cité Henri IV. Vous avez vécu combien de temps à Henri IV? Une quarantaine d'années, 30. Ouais. Et alors, comment se sont passés ces 3 premiers mois? Très bien. Très bien. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un jardin? Vous n'aviez pas de jardin à Henri IV? Beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Le matin, je me lève, j'arrache toutes les mauvaises herbes et j'ai déjà commencé à planter. Ici, là, ça sera les fleurs. J'ai piqué du gazon pour éviter que la mauvaise herbe ne pousse. Et là, ça sera potager. Au bout du compte, c'est un beau changement? Oh, bon. Qu'est-ce qui change alors? C'est tout. C'est tout, hein. Mais c'est une quantité de vie et une qualité de vie aussi. que vous allez gagner? Oui, voilà. Voilà. En quantité et en qualité. On est bien à la maison. Un chez-soi, c'est important. Alors, vous voyez, je quitte mon petit chez-moi, où j'ai habité pendant 30 ans. D'autres personnes, elles, ont fait leur déménagement pour s'installer dans de l'ancien, à la cité Bergevin, non loin d'Henri IV. Ça se passe bien ici? Pas mal. D'accord. Ma grand-mère m'a toujours dit, quand on entre dans une maison, même vieux ou neuf, peu importe, c'est la table d'abord qui rentre. La coutume, c'est qu'il y ait toujours à manger dans cette maison. Vous voyez? Comme quoi les grand-mères. C'est vrai qu'on a une double contrainte. La contrainte qui est qu'on quitte un logement ancien avec un coût de loyer de construction qui était largement amorti depuis très longtemps, qui était un coût de loyer très bas, à des constructions nouvelles qui répondent à de normes de confort qui n'ont absolument rien à voir, mais en plus des normes de sécurité avec les normes antisismiques qui nécessitent des coûts de construction qui sont absolument fabuleux. Donc le coût de loyer ne peut pas être le même. Les personnes qui vivent là, qui effectivement ont bénéficié d'un loyer exceptionnellement bas et loyer qui est resté adapté à leurs revenus, malheureusement très souvent exceptionnellement bas, eh bien ceux-là, nous leur disons, nous allons vous accompagner parce que vous n'avez pas les moyens de refaire une vie. Le loyer est de 300 €, mais avec les allocations, parce qu'on ne nous a pas encore dit, avec les allocations, ça sera peut-être de moitié. D'accord. Et il y aura un petit progrès par rapport à avant? Oui. Mais ça reste raisonnable. Voilà, vu ce qu'il y a là.
Oui. Quand même. Oui. Ça veut dire que si une famille payait un loyer 70 €, elle va rentrer dans un logement dont le coût de revient à la location est de 450 €. Elles vont bénéficier de la location logement, donc elles ne paieront pas 450 €, mais il leur sera demandé par exemple 250 €. La ville garantit qu'elles n'auront pas à payer 250 €, mais elles paieront au maximum 150 €. Donc on paiera la différence entre 250 et 150. Donc la ville paiera, dans le cas de cette famille, 100 €. Cette famille paiera 150 € et la CAF, pour les allocations logement, paieront le différentiel. Ces dispositifs d'aide s'inscrivent dans le cadre d'une charte de relogement passée entre la ville et l'ANRU. Et pour permettre la location d'appartements à des prix inférieurs au marché, l'État aide les bailleurs pour qu'ils construisent des logements sociaux. L'aide de l'État, c'est beaucoup l'aide du ministère des Outre-mer qui finance le logement social dans les départements d'Outre-mer, avec aussi des volets d'accompagnement social et d'insertion. On est considéré comme plutôt en avance. Il y a eu un contrat d'insertion qui a été passé avec l'ANRU, la région et les collectivités, où on espère qu'il y aura des retombées positives pour les habitants du quartier. C'est sur le site de l'ancien foncier du stade que se traduit le caractère le plus innovant de la rénovation urbaine actuelle, tant du point de vue architectural que social. Alors sur la terrasse, il y a eu des aménagements spécifiques puisque nous y avons adjoint des petits séchoirs. Ce sont de tout petits espaces qui fonctionnent avec la terrasse, en fait, qui permettent aux occupants de faire sécher le linge. Ce sont des fonctions qui avaient été oubliées dans les anciens logements et on a vu comment, et sur le plan esthétique, mais par rapport à l'inconfort de certains voisins, on a vu que les gens, lorsqu'ils faisaient sécher le linge sur les rambardes, c'était pas très confortable. D'abord, il y a une mixité qui va s'instaurer par le fait que dans un lieu proche, par exemple le foncier du stade, on s'est refusé par exemple de faire que ce foncier soit réservé, soit consacré entièrement à du logement social et pour reconstituer un quartier uniquement où il y aurait le même type de famille socialement parlant. Donc, sur les 6 îlots, il y a un îlot où il y a une centaine de logements étudiants, 2 îlots où il y a 200 ou 250 logements sociaux et un îlot où il y a 100 ou 150 logements libres de logements dits intermédiaires. De façon à ce que, effectivement, différentes classes sociales, niveau de revenus puissent se côtoyer et vivre ensemble. Les 6 îlots qui seront sur l'emplacement de l'ancien stade ainsi que les autres chantiers en cours font partie d'une vision globale de la ville de Pointe-à-Pitre à moyen et long terme. Ce qui est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations et qui occupe beaucoup de notre énergie, c'est de créer, pour relier toutes ces rénovations, tant aux abîmes qu'à Pointe-à-Pitre qu'aux abîmes, qu'entre tous les quartiers, de créer un mode de transport qui soit un mode de transport qui rénove la pratique urbaine et qui relie les gens entre eux, et nous pensons au tram en particulier.